Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Cher Mathieu, il se passe quelque chose à gauche. On dirait que nos amis de gauche sont en train d'allumer et de voir à quel point le mouvement woke est inquiétant. Quand t'es rendu que même François Cardinal, qui est pourtant monsieur gauche, qui est allé à l'émission Dans les médias à Télé-Québec devant l'inquisitrice Marie-Louise Arsenault, et qui a écrit après ça qu'il sentait qu'il était devant un tribunal woke. Même quelqu'un de la gauche comme François Cardinal qui en a soupé, il se passe de quoi, là? Il se passe de quoi, mais il faut quand même demeurer, avoir des attentes modérées. C'est-à-dire, ce qui se passe, on l'a vu souvent au fil des dernières années, au fil de l'histoire, c'est qu'il y a une critique qui est formulée d'abord par ceux qu'on appelle, entre guillemets, les conservateurs. Là. Je ne sais pas cette étiquette-là à tout prix, mais disons. Qui critiquent le politiquement correct, qui critiquent le multiculturalisme, et ainsi de suite. Et ce qu'on pourrait appeler la gauche libérale, donc dans le cas, mettons, Cardinal, ces gens-là, pendant des années, vont traiter sur le mode du repoussoir, comme d'infréquentables intellectuels ou chroniqueurs, ceux qui mènent cette critique-là. Et là, un jour, parce que le propre du mouvement de la dite gauche est toujours de se renouveler en débordant sur sa gauche, un jour, c'est leur tour d'être la cible. Un jour, c'est leur tour d'être frappé. Comment Cardinal a-t-il été frappé? Ben, on lui a dit, en tant qu'homme blanc, tu devrais pas dire ça. En tant qu'homme, tu devrais pas dire ça. On le réduit à sa couleur de peau, à son sexe, et dès lors, il est délégitimé pour son propos. Il est expulsé du champ de la respectabilité, donc il subit finalement, il est repoussé sur sa droite. Et ça, évidemment, il n'y a rien de pire qui peut arriver à quelqu'un qui est repoussé à droite. C'est comme être condamné une forme de souillure idéologique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces gens-là, on en voit quelques-uns dans la presse aujourd'hui, ces derniers jours, le reporter aussi, ça s'inquiète de la cancel culture et ainsi de suite. Ça s'inquiète de la censure, du politiquement correct. Mais jamais ils ne prennent la peine de noter que ça fait des années que cette critique-là est menée. Et plus encore, ils nous expliquent que ceux qui menaient cette critique-là depuis des années ne le faisaient pas pour les bonnes raisons. Ils n'étaient pas éclairés par les bonnes raisons, les bons motifs. Et c'est seulement eux, aujourd'hui, qui sont autorisés, finalement, à mener cette critique de la cancel culture, du politiquement correct. Ce qui est arrivé, par ailleurs, dans les médias, devant le tribunal de Marie-Louise Arsenault, ce qui est assez particulier là-dedans, c'est que là, on est devant Marie-Louise Arsenault qui demande à Cardinal quels sont vos biais, quels sont vos préjugés. Ben, il est temps de retourner la question. Madame Arsenault, qui occupe des 2 sièges publics à Radio-Canada et Télé-Québec, donc, ce serait intéressant de lui demander quels sont ses biais, quelles sont ses préférences idéologiques. Est-elle consciente qu'elle instrumentalise les médias publics pour mener une croisade idéologique qui est la sienne, pour passer un agenda idéologique? Est-elle consciente qu'elle est elle-même une militante? Est-elle consciente que ces questions, c'est pas un hot seat là où vont ses invités, c'est une chaise d'inquisition où elle se permet ensuite de faire leur procès. Mais donc de ce point, et là, ce qui est assez triste en fait, c'est Cardinal qui a fait quelques textes courageux quand même sur ces questions-là. Eh bien, s'en va le noter sur Twitter. Il dit j'étais au tribunal woke, et elle le contredit. Et là, il n'est pas loin de dire pardon. N'est pas loin de dire pardon. Il dit oui, j'étais attaqué sur ça, mais c'est quand même bien d'être défié. Non, se faire attaquer sur une base raciale et sexuelle, se faire attaquer parce qu'on est un homme et un blanc, ou une femme et un blanc, ou un homme noir, une femme, peu importe, c'est une discrimination. C'est un langage qui relève du racialisme. C'est un langage qui relève de la disqualification de l'autre pour délit de faciès, en quelque sorte. Donc, je pense qu'on est devant une situation où une partie de ce qu'on appelait la gauche libérale subit aujourd'hui le sort qu'elle faisait subir ces dernières années à ce qu'elle appelle la droite ou les conservateurs,
elle est effrayée de subir ce mauvais sort et se mobilise. On l'a vu, si je peux me permettre, le dernier mot, dans le Walrus, je crois que c'était l'été passé, non, le Harper's l'été passé, quand 150 personnalités de la gauche libérale américaine, à peu près, se mobilisaient contre la cancel culture, tout en prenant la peine de donner... C'est particulier, hein? Ils disent, on est d'accord avec la théorie du racisme systémique, on est d'accord avec tel discours, on est d'accord, mais ça va trop loin. Mais ils ne comprennent pas souvent le malheur de ces gens, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils adhèrent eux-mêmes aux théories qui entraînent leur condamnation. Ils ne se rendent pas compte que quand on adhère à la théorie du racisme systémique, quand on adhère à la théorie de la lutte contre les discours haineux, entre guillemets, quand on adhère à tout ça, eh bien, on entre dans une machine qui conduit inévitablement à ces conclusions-là. Donc, ils acceptent les causes, mais n'acceptent pas les conséquences. Ils acceptent une théorie dont ils n'acceptent pas les conclusions. Je m'en désole pour eux. Moi, j'ai envie de leur dire bienvenue dans la grande famille, mais je ne suis pas certain qu'ils veuillent faire famille. L'émission dans les médias m'a invité à quelques reprises. J'ai toujours dit non parce que, bon, je savais fort bien que ça aurait été là, un dîner de cons là, et que j'aurais été le contre-service. Mais bon, François Cardinal se sentait en terrain ami, lui. Il avait l'air vraiment sonné parce qu'il dit, bon, je vais aller là. C'est certain qu'on pense tous pareil et tout ça. Et là, il s'est rendu compte, François Cardinal, qu'en 2021, c'est pas tout d'être de gauche. Il faut que tu sois de gauche woke. Oui, ben voilà, non, mais ça, j'ai tout un chapitre là-dessus dans mon livre, ce que la gauche appelle la droite. Dans mon livre L'Empire du politiquement correct, le chapitre, c'est ce que la gauche appelle la droite. Puis j'explique qu'il ne suffit pas d'être de gauche dans la vie. Il faut le rester. Et comment le reste-t-on? En envoyant des signes ostentatoires d'adhésion aux nouvelles manifestations du progressisme. Aujourd'hui, les nouvelles manifestations du progressisme, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les revendications diversitaires qui culminent dans la fameuse cancel culture, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la cancel culture? C'est cette idée que certains discours sont des discours haineux qui déshumanisent les minorités. Donc, ce ne sont pas des discours, ce sont des actes de violence. Dès lors, on peut les interdire, on peut déplatformer, on peut bannir, on peut déprogrammer de l'espace public. Bon. Et quand on n'accepte pas cette vision-là, eh bien, on passe malgré soi à droite. Donc là, il y a deux possibilités. Soit, enfin, il y en a trois. C'est ça m'amuse, je les avais détaillés. Soit on décide finalement de se rallier à la nouvelle mouture de la gauche. Ça prend normalement quelques semaines ou quelques mois, quelques années, et finalement, on se rallie en disant qu'on a cheminé. Hein? C'est important de cheminer ou évoluer. On prend conscience de ses propres biais. Deuxième possibilité, on décide de dire que finalement, on est de la vraie gauche, puis ça, c'est une gauche qui a dévié. Donc, on dit, je suis encore de gauche, mais cette gauche-là n'est plus de gauche. Donc là, on rentre dans une espèce de débat théologique sur la signification véritable du mot gauche. Il y a aussi la possibilité d'abolir le clivage gauche-droite en disant, parce qu'on veut quand même pas passer à droite. La droite, c'est le mal. Puis la dernière option, c'est de dire je passe à droite. Mais ça arrive très rarement, soyons sérieux. D'autant que rares sont ceux qui portent cette étiquette. Il y a une chose à dire, cela dit sur Cardinal, qui est intéressante. Il nous disait, qu'est-ce qui distingue un chroniqueur, par exemple, d'un militant? C'est que le chroniqueur peut surprendre, alors que le militant est toujours là où on l'attend. J'ai une question qu'on pourrait lui poser, parce qu'à un moment donné, il ne devrait pas être mal d'avoir une certaine constance dans ses idées, mais est-ce que François Cardinal ou les éditorialistes de la presse pensent nous surprendre avec leur position, par exemple, sur la question nationale? Ils sont quand même fédéralistes en toutes circonstances, quelles qu'elles soient. Ils ne nous surprennent jamais là-dessus, il ne faut pas nous tromper. Alors, est-ce qu'on peut convenir, par exemple, que sur la question nationale, un cardinal est un militant là-dessus? C'est une question qu'on pourrait lui poser après son passage. Très bonne analogie. Stéphanie Grandmont, lorsqu'elle a été nommée éditorialiste en chef de la presse, a écrit un texte et elle le disait, pour être éditorialiste en chef de la presse, il faut que tu sois fédéraliste. Ça fait partie, là. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, bon, à l'époque des Desmarais, quand les Desmarais étaient propriétaires de la presse, j'aurais pu comprendre. On sait que les Desmarais utilisaient la presse pour faire avancer leurs idées politiques puis tout ça. Mais là, ils sont plus aux Desmarais, là. La presse est indépendante. La presse est un OSBL. Et comment ça se fait qu'ils en ont pas profité, justement, pour retrouver une certaine liberté dans ces positions-là? On dirait qu'ils sont encore sous l'emprise des Desmarais. La question se pose vraiment. Moi, ça m'intrigue. C'est-à-dire, ou alors il faudrait qu'ils expliquent pourquoi ils sont à ce point. Ils disent toujours qu'ils sont fédéralistes. Là, ils répètent la prière attendue, c'est-à-dire un grand espace de déploiement uni. On est plus fort séparés. On est plus. Il serait intéressant qu'ils le justifient un peu, qu'ils répondent aux arguments démographiques, linguistiques, sur la situation du Québec dans le Canada, sur notre autonomie. Mais bon, on leur demandera pas. On fait simplement le noter. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, et puis on le voit là chez plusieurs des vaillants qui à la presse en ce moment critiquent la cancel culture et ainsi de suite, la question que je me pose, et je suis très sincère, c'est combien de temps ça va tenir? Parce qu'en dernière instance, s'ils décident de critiquer trop longtemps ça,
et de se retrouver en accord avec les infréquentables de l'autre côté, eh bien, ils compromettent leur position dans l'écosystème progressiste. Et ça, rares sont ceux qui sont prêts à le faire, parce qu'il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour défendre ces idées-là, non pas à la manière d'une espèce de sursaut de la conscience avant l'aplatissement, mais d'une opposition ferme à ces mouvements-là. Parce que ça implique, je crois que c'est Isabelle Haché qui faisait dans une chronique qui avait avant-hier, découvrait que dire le mot femme dans certains cours, c'est vu comme une offense aux étudiants queer. C'est amusant. Bon, je suis heureux de voir que ça perce dans les médias. Moi, dans le livre que je termine ces jours-ci, qui paraîtra dans quelques semaines, je donnais cet exemple-là aussi. Je montrais comment, effectivement, dans certains cours, dire le mot femme, c'est une offense faite aux étudiants queer. Mais est-ce qu'on se rend compte que c'est une théorie, la théorie du genre, dans ces manifestations, dans ces radicalisations, qui conduit là? On ne peut pas simplement se désoler des conséquences si on ne s'intéresse pas aux racines idéologiques qui font en sorte qu'aujourd'hui, l'espèce de sacralisation de toute parole dite minoritaire, eh bien, ça fait en sorte qu'on n'a pas le droit de la remettre en question. Quand on entendait, tout le monde en parle hier soir, une comédienne dont le nom m'échappe, qui dit comment quelqu'un qui ne subit pas le racisme systémique peut-il se prononcer sur la question? On a envie de lui répondre, mais madame, est-ce que vous êtes prête à discuter un instant pour savoir si cette théorie-là est valable ou non, avant de savoir si on a le droit de se prononcer sur ça, ou y a-t-il désormais une forme de privilège dans nos sociétés qui fait que certains groupes peuvent se prononcer sur une question et d'autres doivent se taire? Où est-ce qu'ils sont? Et là, autrement dit, c'est tout un système idéologique qu'il faut remettre en question. Je suis heureux de voir que certains, à la presse, remettent en question les ultimes conséquences, la censure décomplexée, revendiquée et hargneuse. Très bien, excellent. Mais la prochaine étape serait probablement de se demander quels sont les fondements idéologiques de ce mouvement-là. J'ai tendance à croire que c'est un pas qu'ils ne feront pas, parce que la plupart ont senti le besoin aussi d'écrire des textes ces dernières semaines, ces derniers mois, pour dire qu'ils continuent d'adhérer à ces théories. Donc, ils n'acceptent pas les conséquences de leur propre théorie. C'est pas surprenant, cela dit. C'est pas surprenant. Écoute, je reviens là, sur l'histoire de la presse qui, justement, ne pas retrouver sa liberté concernant le débat national, même s'ils sont pas sur les démarrais. Est-ce que c'est une condition? Là, c'est une question qu'on se pose, l'ami Carl ici et moi. Est-ce que c'est une condition des démarrais qui leur ont donné un chèque en disant, vous allez demeurer fédéraliste? Il serait intéressant de le savoir. Moi, je veux bien croire que c'est une question de bonne foi, que la page éditoriale de la presse est fédéraliste par choix. Je veux bien le croire, mais pour l'instant, ça a plutôt l'air d'un article de foi. Ça a l'air d'un article de foi. Puis ça nous ramène à la question posée par Cardinal, qui dit ce qui distingue le militant, c'est qu'il ne nous surprend pas, il est toujours là où on l'attend. Bon, OK, d'accord. De ce point de vue, soyons sérieux. Lui-même est militant dans ses positions sur la question nationale. C'est réglé. Ensuite, soyons plus sérieux. La constance intellectuelle ne devrait pas être vue comme un signe de militantisme. Mais j'ai l'impression que le souci de se placer dans la catégorie des fréquentables, c'est-à-dire dans ce cas-là les journalistes, de l'autre côté il y a les militants. Alors, on abolit toute position intermédiaire là-dedans, chroniqueur, intellectuel, analyste, tout ça. Donc, il y a soit le journaliste qui a un souci d'objectivité, et il nous donne comme exemple Rima El Khoury, il aurait peut-être nous donner Marc Cassivi, histoire d'être encore plus audacieux. Et de l'autre côté, le militant. Là, il faut quand même être un peu sérieux. Cette distinction-là, moi, je critique les journalistes qui se font militants, mais je constate qu'il y en a beaucoup plus qu'ils pensent. Il faudrait, par exemple, Marie-Louise Arsenault est une militante financée à même les fonds publics pour pousser l'agenda woke. Je veux dire, c'est comme tel. Alors, ensuite, il se peut que ça corresponde à l'agenda idéologique du diffuseur d'État, mais le fait est que c'est ça. D'ailleurs, en terminant rapidement, toi, t'as goûté à la médecine, Marie-Louise Arsenault. T'es allée à son émission littéraire, je crois. Oui, à quelques reprises, j'ai accepté d'y aller presque à la manière d'une obligation. Ça, oui, de ma part catholique, c'était mon civisme. Mais je me suis dit, il faut souffrir pour gagner ce monde, mais je n'y retournerai plus, tout simplement parce que j'avais pas l'impression que c'était des entrevues qui se distinguaient ni par leur rigueur, ni par leur excessive honnêteté. Je suis persuadé qu'elle croyait faire son travail, mais moi j'avais l'impression de passer devant un tribunal où je devais me justifier, de passer dans toute une série de petites cases plutôt que de simplement, dans le cas où j'y étais, c'était exprimer mon point de vue sur des questions qui étaient dans mon livre, et ainsi de suite. Donc non, je n'y retournerai plus. J'ai l'impression d'avoir déjà donné, j'ai gagné mon ciel. Ça fait là encore du travail dans des sociétés d'État qui, me semble, devraient faire preuve d'un
petit peu plus d'objectivité. C'est assez spécial. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On se parle demain. Bonne journée, bye bye. Salut. Les beaux 4 heures de la Fondation Martin Matt sont de retour. Et cette année, Cube Radio t'invite à faire tes beaux 4 heures à ta façon. Que tu sois en ski, en raquette, en patin, en 3-ski, en équipe ou avec toi-même, tant que tu bouges. Tu peux amasser un maximum de dons pour soutenir les victimes d'un traumatisme crânien. Si c'est pas d'adon, ça, tu bouges et t'amasses des dons, les deux en même temps. Fait que pendant le mois de février, sois solidaire, bouge donc. Les proprios sont vraiment satisfaits. Nous leur avons fait passer un détecteur de mensonges. Pas vrai, Tarek? Absolument. Êtes-vous un vrai client du proprio? Ben oui. Avez-vous utilisé tous leurs outils et services? Oui, il n'y en a pas un que j'ai pas utilisé. Du proprio offrait des services d'aide à l'évaluation, des notaires, des outils en ligne. Diriez-vous que du proprio est bon pour la santé? Ben, surtout la santé financière. Est-ce que c'est vrai que vous avez économisé plus de 20 000 en commission? Oui, puis j'ai tout mis ça dans ma REER. Du proprio, vous serez vendu. Ça, c'est vrai. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, j'espère que tu ne prononceras pas les mots en H et en F, hommes et femmes, oui. Parce que c'est transphobe. Oui, dangereux aujourd'hui, ces deux-là, hommes et femmes. Car on l'a vu dans la série de reportages d'Isabelle Haché dans la presse, qui dit homme et femme ne risque-t-il pas d'offusquer dans sa classe, d'offusquer devant lui ceux qui ne s'identifient pas à homme ou femme, qui se voient comme queer, non-binaires, qui veulent s'extraire de la logique binaire dans la représentation du genre. De ce point de vue, est-ce qu'on ne peut pas dire que le mot femme est un mot, surtout prononcé avec insistance? Bonjour, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? Et ainsi de suite. Eh bien ça, est-ce que ce ne serait pas d'une certaine manière des provocations haineuses? Alors là, tu me dis, mais tu exagères. Et bien sûr que non, je n'exagère pas. En ces matières-là, on voit la tendance, c'est très rapide, et ce qui peut nous sembler extravagant en ce moment est normalement appelé à se normaliser très rapidement. Qui aurait pu croire il y a quelques années encore que l'écriture inclusive, cette étrange manie de mettre des points médians, d'assurer son texte, de le rendre absolument illisible, mais deviendrait la norme universitaire, la norme académique, pénétrerait l'administration municipale? Qui aurait cru que ça percerait en France? De la même manière, qui aurait cru qu'on aurait des débats absurdes pour savoir si on peut prononcer le titre du livre Nègre blanc d'Amérique? Eh bien, prenons au sérieux l'idée au nom justement de la lutte pour la diversité des genres et contre la transphobie et l'homophobie et la queerphobie, eh bien, on risque de basculer assez rapidement dans un monde où ce ne sera plus excentrique de considérer que dire hommes et femmes, c'est des propos haineux. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne tiendrait pas compte de l'infinie diversité des appartenances et des identités. Et on retrouve ici cette espèce de logique qui consiste à nous dire que tout système normatif que l'on croyait ancré dans la nature, hommes et femmes, on croyait qu'il y avait un ancrage biologique là-dedans, tout système normatif culturel, la nation, tout système normatif, la langue, serait enfin un système d'oppression qu'il faudrait déconstruire pour permettre à la fluidité identitaire de pouvoir enfin s'exprimer, enfin jaillir. Mais tu sais, tu le dis tout le temps, là, on dirait qu'ils sont jamais contents. Tu leur donnes un pied, ils en veulent 3. Tu leur donnes 3 pieds, ils en veulent 6. Alors là, on s'est dit, bon, il va y avoir homme, femme, et après ça, non défini, une nouvelle case. Là, OK, c'est un gain pour eux. Après ça, non seulement, ils veulent maintenant qu'on fasse disparaître homme-femme. Oui, mais non, mais c'est ça l'idée, c'est que la catégorie autre, qui est une forme de compromis dans le monde qui est le nôtre, bon, il y a effectivement, on vit dans un monde où les référents identitaires semblent éclater, où des phénomènes nouveaux émergent, bon, ben très bien, donc on cherche à aménager ça sur le mode administratif, mais ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas devant un mouvement réformiste, qui voudrait des gains pour réussir à inscrire ses revendications dans la cité. On est devant une logique révolutionnaire au sens du terme, c'est-à-dire qu'il veut abolir la légitimité ancienne pour en imposer une nouvelle. En quelque sorte, hommes et femmes seraient des catégories pétrifiées du monde ancien, du monde d'hier, parce qu'on serait, premièrement, ça reposerait sur la fiction idéologique apparemment qu'il y aurait un lien entre l'identité de genre et l'identité sexuelle biologique, ce qui serait une idée réactionnaire. Ensuite, on serait lié définitivement à une case genrée, une case identitaire genrée, plutôt que d'être disponible pour la diversité des appartenances possibles. Ça institutionnaliserait le privilège cisgenre, c'est-à-dire celui des CIS genre, c'est-à-dire ceux qui se reconnaissent dans leur identité sexuelle dite assignée à la naissance. On ne reconnaît plus un sexe à la naissance, on l'assigne apparemment. Ça fait partie de la rhétorique aussi. Donc devant tout cela, eh bien, c'est l'existence même
du monde d'hier, ce qu'on aurait pu croire le monde de toujours, à tout le moins sur le plan de la biologie, qui fait scandale. Et cette idéologie-là se normalise. Faut le voir dans la classe politique. Le maire de Londres, Kamala Harris, on pourrait multiplier les exemples de figures autorisées, donc pas des jojos d'extrême gauche qui commencent déjà à faire des concessions sur ce terrain. Donc ne doutons pas qu'en dernière instance, qui dira hommes et femmes sera accusé d'exclure. On y est déjà. La question est de savoir à quel rythme ce mouvement va se déployer. Et ce qui est épouvantable, c'est que ce mouvement se déploie grâce et à cause de la faiblesse des décideurs. Parce que moi, qu'il y a des groupes radicaux extrémistes qui font des demandes, il y en a toujours eu. Dans les années 60, c'était les maoïstes, il y avait les marxistes-léninistes. Bon, il y en a toujours eu. Mais maintenant, ce qui a changé dans la donne, c'est que les directeurs de festivals, les éditeurs, on le voit, Maxime Olivier Moutier, qui est victime de censure, son éditeur, au lieu de le défendre, au lieu de défendre la liberté d'expression, lui demande de s'auto-censurer. Oui. Les diffuseurs, maintenant, les éditeurs de journaux, eux autres, maintenant, acceptent ces demandes-là qui sont inacceptables. Et là, il y a deux hypothèses. Alors, l'hypothèse que tu avances est à considérer, d'autant que je la crois vraie en bonne partie, c'est-à-dire la lâcheté des dirigeants qui se couchent devant des minorités idéologiques fanatisées, ce qu'on pourrait appeler le fanatisme woke. Donc, on se couche devant ça parce qu'on a peur du scandale médiatique. On sait que j'aime dire que dans la société qui est la nôtre, le pouvoir véritable, c'est celui qui a le pouvoir véritable, c'est celui qui a le pouvoir de décréter si quelque chose est un scandale ou non. Bon. Alors, dès lors qu'on peut décréter que c'est un scandale de la publication de telle page, il y a une forme de nouvelle autorité spirituelle se manifeste. Donc oui, la lâcheté, mais il y a une autre hypothèse qu'il faut considérer. C'est l'adhésion des dirigeants à cette idéologie-là. L'adhésion, c'est-à-dire, non pas dans la forme extrême, ils se prennent toujours pour des modérés. En fait, il n'y a rien de plus dangereux de ce point de vue qu'un bourgeois progressiste, parce que il se croit modéré, il se croit réservé, il se croit progressiste, mais éclairé, tenant compte des deux côtés de la médaille, attentif aux revendications nouvelles, mais ne voulant pas aller trop loin. Ces gens-là, c'est le bois mort de la pensée, parce que ils adhèrent à une théorie en croyant qu'ils pourront éviter d'aller jusqu'au bout de ses conséquences. Ils croient adhérer au stade 1 de la théorie, mais en disant ça ira pas plus loin, et puis le bon sens va nous empêcher d'embrasser des folies. Mais ce que l'on constate de ce point de vue, c'est que à partir du moment où on embrasse une théorie loufoque comme ça, comme quoi hommes et femmes seraient finalement des termes haineux parce que ça serait discriminatoire, eh bien dès lors qu'on accepte cette théorie-là, même partiellement, eh bien, le bon sens que l'on a encore en soi est un bon sens résiduel qui ne tiendra plus devant les provocations idéologiques, les agressions idéologiques des militants radicaux. Pourquoi? Parce que ce bon sens est résiduel. Il n'est plus appuyé sur des principes, il n'est plus appuyé sur une vision de la culture. C'est à la rigueur, c'est la trace de l'ancien monde en eux. Et de ce point de vue, on a vu combien au fil du temps, comme je dis, de ces bons bourgeois progressistes modérés qui s'imaginaient faire des compromis, qui s'imaginaient trouver un point d'équilibre. 5 ans, 10 ans plus tard, on les entend tenir le discours comme quoi ils ont évolué, ils en sont plus là, ils ont compris, ils ont parlé, ils ont progressé, puis ils remercient ceux qui leur ont permis d'évoluer en les persécutant. Comme on l'a vu, je me rappelle au tout début de l'année, avec le texte du type du réalisateur à propos du bye-bye, qui remerciait les militants qui avaient persécuté Robert Lepage d'avoir permis à la société de progresser et d'évoluer. C'est ça, remercier celui qui nous persécute, c'est normalement le stade ultime de l'asservissement intellectuel. Là, l'éditeur XYZ qui a dit à Maxime Olivier Moutier de changer son texte parce qu'il voulait pas choquer les gens. Et alors, Mathieu, oui, il y a des gens qui seront choqués. Et alors? Mon Dieu, c'est l'art, ça sert à ça aussi. Choquer, veut dire, moi, j'aime ça, être choqué. Je revendique le droit d'être choqué. J'aime ça
c'est un droit que tu es, en fait, aujourd'hui, tu le revendiques, mais c'est un droit qui sont de moins en moins nombreux à revendiquer. On revendique plutôt aujourd'hui le droit de ne pas être offensé, le droit de ne pas être pris de convulsions mentales violentes devant un mot terrible qu'on ne veut pas entendre. Ça, c'est quand même ça, ou qu'on ne veut pas lire. Que se passerait-il si, lisant un texte, je tombais sur un mot inacceptable? J'aurais des convulsions. Alors, ça, il y a cette idée, puis je commence à me dire, mais ça, j'y vais sur le mode exploratoire sans que ça ne soit une certitude absolue. Je commence à me dire qu'on a vécu, toi plus longtemps que moi jusqu'à ma trentaine peut-être, dans une forme de parenthèse libérale à l'échelle de l'histoire qui n'est pas appelée à durer. J'entends par parenthèse libérale une société qui quand même acceptait la diversité des points de vue, des philosophies. C'était jamais parfait, mais il y avait cette idée qu'il y avait une légitime confrontation des points de vue dans la cité. Et ce qui me semble aujourd'hui apparaître, c'est que le besoin d'absolu est beaucoup plus fort qu'on ne le croyait, et le besoin d'absolu politique notamment. Ce qui fait que le fanatisme est bien, pour ces militants-là qui ont finalement prennent un immense pouvoir, eh bien, l'incertitude du débat, ça leur déplaît. Ce qu'ils veulent, c'est mettre leurs idées au pouvoir, les sacraliser, en faire des dogmes, créer des tabous, et puis exercer une forme de magistère spirituel sur la société. Je pense qu'on est devant aujourd'hui ce que j'appelle une nouvelle gauche religieuse, une gauche religieuse américaine, qui a pénétré l'espace public et qui transforme, comme je le disais tantôt, les esprits les plus modérés, les libéraux de gauche, les bons bourgeois intellectuels qui font leur jogging, ces figures-là qui finalement se mettent à parler woke avec quelques années de retard, mais ils finissent par le faire parce qu'ils veulent conserver leur position dans le régime. N'oublions jamais que la vocation première des élites, et surtout des élites bourgeoises, c'est de se maintenir au pouvoir quel que soit le régime. Ils sont capables de se convertir à toutes les doctrines et toutes les idéologies pour se maintenir en place. Ils sont prêts à répéter toutes les prières qu'il faut pour conserver leurs privilèges, comme on dit aujourd'hui. Méfions-nous de ces faux réformistes qui sont en fait finalement, qui pavent le chemin, qui déroulent le tapis pour les vrais radicaux. Et Mathieu, je terminerai en disant, méfions-nous des vieux qui veulent faire jeune. Ça, oui, c'est absolument. Les pires. Je suis jeune, je fais jeune, je parle comme les jeunes, j'ai la même valeur que les jeunes. Il n'y a rien de pire que ça. Mais je suis absolument d'accord. Et de ce point de vue, rappelons-nous une chose, et ça me semble essentiel. Ces gens qui veulent toujours envoyer des signes ostentatoires de vertu, de jeunesse et tout ça, en dernière instance, ils vont même réussir, ils vont finir par se faire virer, parce qu'ils n'en donneront jamais assez, mais ils ne le savent pas. Et au moment où ils seront terrifiés, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Bonne journée, bye bye. Quoi de plus séduisant qu'un forfait duo mobilité et Internet de Vidéotron? Plein de choses, là. Dites oui à l'Internet ultra puissant et illimité d'Elix. Ah, OK. Et tombez en amour avec un forfait mobile tout inclus, comprenant 100 gigs supplémentaires par année pour dépasser. Ça me parle de plus en plus. Et ce charmant duo est le vôtre à partir de 95 $ par mois. Vous m'aviez déjà avec les 100 gigs. Laissez-vous charmer par un forfait mobile tout inclus, en plus de l'Internet Elix illimité à partir de 95 $ par mois. Frais d'équipement su, des conditions s'appliquent. Les clients du Proprio sont vraiment satisfaits. Nous leur avons fait passer un détecteur de mensonges. Pas vrai, Suzanne? Oui, monsieur. Avez-vous vendu rapidement? Ben oui, j'avais vendu en 24 heures. J'avais tellement hâte de ménager avec mon chum. Étiez-vous stressé de vendre vous-même? Ah, j'étais bien stressé, mais du proprio était toujours là pour me rassurer. Avez-vous fait des économies? Ben oui, j'ai économisé plus de 15 000 $. Dernière question. Est-ce que c'est vrai que votre chum ronfle? Ben non. Du Proprio, vous serez vendu. Puis pas à peu près. Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, la chasse au racisme, qui est une chasse là, qui dure 24 heures par jour, 7 jours par semaine, la chasse au racisme vient de franchir une nouvelle frontière parce que ma douce moitié, Sophie, m'a envoyé un texte ce matin que je t'ai fait parvenir tantôt. Alors, un texte de Radio-Canada surréaliste qui affirme, écoutez ça à la maison, que le pourboire, le tip, c'est une pratique discriminatoire contre les Noirs. Mathieu, ça se peut-tu, ça? Il y a un certain génie là-dedans. C'est-à-dire que pour être capable, justement, de traquer le racisme 7 jours sur 7, 24 heures par jour, sans se coucher, sans prendre de pause, sans dormir, sans manger, il faut sans cesse s'étendre à la définition du racisme pour être capable de l'apercevoir
partout. Et ça, c'est à l'origine de l'espèce de psychose contemporaine, c'est-à-dire autant le racisme est réel quand on rencontre est absolument condamnable et nul n'en doute, autant ce qu'on constate, c'est que ces manifestations de racisme classique, le racisme historique repérable, on tend à diminuer, heureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un agitateur antiraciste professionnel? Qu'est-ce qu'on fait quand ce qu'on veut dans la vie, c'est combattre le racisme tout le temps? Eh bien, on en étend la définition jusqu'à l'absurde. Tout comme, soit dit en passant, on étend la définition de l'extrême droite jusqu'à l'absurde, tout comme on étend la définition aujourd'hui de la suprématie blanche jusqu'à l'absurde. Quand on s'intéresse aux travaux de l'antiracisme américain, on apprend que c'est l'universalisme, donc la société libérale, le principe républicain, de traiter tout le monde de la même manière qui relève de la suprématie blanche, par exemple. Eh bien là, ce qu'on apprend, c'est que le pourboire est raciste aussi, parce que ça institutionnaliserait des discriminations apparemment. Et là, à partir du moment où on entre dans cette espèce d'univers-là, eh bien le réel n'apparaît plus qu'à travers le filtre idéologique. Dès lors, on ne voit plus du monde que ce qui correspond à ce filtre, et on peut ensuite être en croisade permanente. Et donc, aller au restaurant, désormais, donner un pourboire, c'est un acte discriminatoire potentiellement, c'est un acte arbitraire. Je peux en donner plus, je peux en donner moins. C'est un rapport de pouvoir qui s'institutionnaliserait. Une fois qu'on entre dans cet univers parallèle-là, c'est un autre monde, c'est un monde alternatif. Apparemment, c'est un monde où il est bien vu de se déployer pour avoir l'air moralement avancé. Ben oui, parce qu'on dit au 17e siècle, quand c'est apparu le pourboire, c'était surtout les Noirs qui avaient des jobs mal payés et c'était eux qui étaient à pourboire. Donc, ben là, c'est au 17e siècle. Là, on est en 2021. Le pourboire n'a pas du tout la même signification, là. Voyons. Mais exactement. Et ça, c'est ce que j'appelle, c'est assez intéressant, ça. C'est quand la mémoire n'est plus mémoire. Quand la mémoire se déverse dans le présent. Quand, autrement dit, la mémoire, c'est plus quelque chose qui permet de retracer un parcours, de comprendre ce qui a eu lieu, ce qui a évolué. L'histoire est une connaissance qui permet d'évaluer, de comprendre l'évolution des sociétés dans le temps. Non, là, on a une forme de confusion des époques, une confusion des temps. Donc, on le voit, comme je le disais, avec le vocabulaire. Les mots ne veulent plus dire la même chose. Le sens des mots est véritablement renversé. Et là, au nom d'une lecture qui est proposée de ce qui se passait il y a quelques siècles, dès lors, au temps présent, il y aurait du racisme dans le pourboire, donc il faudrait l'interdire, parce que faut aller jusqu'au bout, là. Les militants, les activistes, les agitateurs, les agités, qui ont décidé de faire du pourboire un nouvel horizon dans la lutte contre le racisme systémique, quand même pas mal. Tout comme, soit dit en passant, en Nouvelle-Zélande, apparemment, la cravate doit être désormais considérée comme une manifestation de l'ordre hétéro-patriarcal, phallocentré et suprémaciste blanc. Hein? On va quand même pas manquer d'imagination. Eh bien, il faut abolir le pourboire. Donc, sans qu'on se rende compte qu'en dernière instance, pratiquement, là, si on fait ça, ceux qui vont en écoper, fondamentalement, ce sont les employés à pourboire, ce sont des gens bien réels qui vont en écoper pour une lecture déformée d'un principe complètement, puis en plus à partir d'une théorie un peu loufoque, puis qui s'applique pas du tout à nos sociétés aujourd'hui, à partir d'un appareil statistique américain. Il n'y a pas de données au Canada, mais apparemment, encore une fois, on le sait, l'un se plaque sur l'autre. On souffre d'un excès d'interprétation. Dans les années 60, on disait tout est politique. Le sexe, c'est politique. Les tâches ménagères, c'est politique. La cuisine, c'est politique. Tout est politique. Et moi, j'ai le goût de citer Freud qui disait, parfois, un cigare est juste un cigare. Arrêtez de faire des interprétations de la réalité. Sometimes a cigar is just a cigar. Es-tu d'accord avec ça? Eh bien, ça me fait penser à, je crois que c'est Umberto Eco, j'espère ne pas me tromper en disant ça, qui disait qu'à partir du moment où on bascule dans justement ce qu'on pourrait appeler une surinterprétation du monde, eh bien, tout devient signe, tout devient symptôme, tout devient révélateur. Les faits ne parlent plus en eux-mêmes, les faits réfèrent à une forme de constellation mentale détachée de ce que l'on voit, mais qui les éclaire à partir d'une lumière nouvelle. On pourrait appeler l'idéologie, tout simplement. Et oui, je pense qu'on est dans la surinterprétation, mais j'y reviens. C'est le problème aujourd'hui quand on institutionnalise des parcours idéologiques, des métiers idéologiques, et bien, par définition, puis en bleu, j'ajouterais, où c'est une voie de carrière médiatique, c'est une voie de militantisme, c'est un vecteur d'engagement social, eh bien, et c'est quand même en dernière instance
plus excitant de prétendre lutter contre le racisme dans toutes ces manifestations que de constater qu'il est beaucoup moins présent dans nos sociétés qu'il ne l'était auparavant, que nous avons progressé. Ça permet d'un coup de se transformer en chevalier au service de la plus noble des croisades. On va quand même pas sacrifier ce petit plaisir. Donc là, non, on est véritablement avec un truc comme ça, mais il y en a tant d'autres. Mais non, mais écoute, j'ai lu récemment, Mathieu, est-ce que c'était Radio-Canada, je sais pas, mais j'ai lu un texte très, très sérieux là, qui parlait d'architecture et les gratte-ciels. Les gratte-ciels, c'est une invention patriarcale parce que c'est un pénis en érection, tu comprends? S'il y avait davantage de femmes architectes, il y aurait moins de gratte-ciels et il y aurait des constructions beaucoup plus à l'horizontale. Non, mais j'ai lu ça, là. Alors, comme dit au SS-117, je connais cette théorie. ou comme dirait Pierre dans le Permanent des ordures, c'est cela, oui, c'est cela. Alors oui, on est effectivement, là, on est dans cette espèce de logique-là, mais je termine un bouquin en ce moment, je prenais des exemples sur la question du racisme aujourd'hui, sur la suprématie blanche. Alors apparemment, faut s'entendre la liste, le camping relève de la suprématie blanche, les banlieues relèvent de la suprématie blanche, le camping, c'est pas mal quand même, hein. Les orchestres de musique classique relèvent de la suprématie blanche. Les mathématiques, ciboires, relèvent de la suprématie blanche. Donc là, on regarde ça, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devant cela? Et là, c'est là l'idée. Quand on est devant un univers parallèle comme celui-là, il devient quelquefois vain de discuter parce que qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui évolue dans ce monde parallèle? Alors là, il y a deux choses. La réponse 1, qui est celle que je privilégie, c'est-à-dire on voit ce qu'ils disent, on les décrypte, puis on analyse ça, puis on cherche à révéler, à exposer le système idéologique devant lequel on se trouve. Ensuite, à chacun de savoir s'il l'embrasse ou non, mais au moins savoir devant quoi on se trouve. Et il y aurait l'autre option qui est celle d'un Philippe Murray, qui, hélas, n'est plus de ce monde, mais qui savait avec un génie comique remarquable dans ses textes, dans Après l'Histoire, dans Homo Festivus, il faisait le portrait de l'époque, mais avec il faisait au lance-flamme littéraire, en quelque sorte, avec une ironie mordante, une méchanceté littéraire. On aurait besoin aujourd'hui de nouveau Philippe Murray. Ben oui, parce que tout peut être interprété. Pendant que je te parle, j'ai devant moi, j'ai une feuille de notes, OK? Alors, la page est blanche, avec des petits signes noirs sur la page blanche. Donc, le blanc est en majorité. Je pourrais partir, là, faire une interprétation raciste et dire pourquoi les pages ne sont pas noires et écrit blanc sur une feuille noire. Eh ben, on peut faire ça, plus loin, Richard, on va pousser ça plus loin. On pourrait même se considérer que si tu refuses de te poser la question et si tu n'es pas capable de voir devant cela une manifestation potentielle de racisme, peut-être es-tu en train de révéler ta fragilité blanche dont nous parle Robin DiAngelo. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur ton rapport aux autres, et ainsi de suite? Aurais-tu besoin d'une petite entreprise de psychologie, de psychiatrie, d'un atelier de rééducation, peut-être, d'un atelier de diversity training pour apprendre tes propres biais raciaux, et ainsi de suite? Ça, je le dis, et ça, je le constate en ce moment, dans les entreprises, chez le diffuseur public, dans la fonction publique, il y a de plus en plus d'ateliers, d'ailleurs, de diversity training pour amener les gens à identifier leurs propres biais raciaux, leurs propres biais racistes, et on me fait parvenir beaucoup de ces documents, je les lis avec intérêt, je prépare quelque chose sur tout ça. Ce qui me fascine, c'est le caractère hyper idéologique, militant, grossier de ces formations qui sont infligées à peu près tout le monde, mais sur le mode de l'atelier pénitentiel. Passez par là et vous commencerez à laver votre âme, vous commencerez à dessouiller votre âme, mais vous allez avoir besoin de beaucoup d'ateliers pour vous laver l'esprit. J'ai hâte de te lire là-dessus, s'il te plaît, mets beaucoup d'exemples. Parce au grand plaisir, au très grand plaisir. Parce qu'il va en avoir des vertes et des pommures dans tes exemples. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Les beaux 4 heures de la Fondation Martin Matt sont de retour. Et cette année, Cube Radio t'invite à faire tes beaux 4 heures à ta façon. Que tu sois en ski, en raquette, en patin, en 3 skis, en équipe ou avec toi-même, tant que tu bouges. Tu peux amasser un maximum de dons pour soutenir les victimes d'un traumatisme crânien. Si c'est pas d'adon, ça, tu bouges et t'amasses des dons, les deux en même temps. Fait que pendant le mois de février, sois solidaire, bouge donc. Détails au beau 4 heures. Réunis le nouvel album Nous Retrouvailles en duo exclusif avec le magazine Éco-Vedette. Biographie spéciale Star Academy. Disponible dans les pharmacies, épiceries et tous les détaillants participants, ainsi que sur jemagazine.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, dans Le Devoir, Michel David, aujourd'hui, qui est cinglant concernant l'agrandissement du collège Dawson. Est-ce que tu trouves, toi, que la CAQ est beaucoup trop timide dans sa défense de la langue française?
La CAQ a bien commencé son mandat avec la loi sur la laïcité. C'était quand même un dossier qui traînait depuis la querelle des accommodements raisonnables 2007-2008. Et là, il fallait une réponse politique à ça. Puis à travers la laïcité, c'est tout un modèle d'intégration qui s'affirmait. C'est un geste d'affirmation nationale pour les Québécois. C'est une manière de marquer une rupture avec le multiculturalisme canadien. Donc ça, c'était une étape. Le problème de la CAQ, je crois, c'est de considérer que ça, c'était non seulement un début, mais c'était aussi la fin. C'est-à-dire, on a fait le grand geste nationaliste et ensuite, on peut ranger nos armes. Or, elle a oublié que la question linguistique, elle, même si elle s'est refroidie à la fin des années 90, début des années 2000, elle revient aujourd'hui devant l'anglicisation non seulement de Montréal, mais de Laval, que la tendance à l'anglicisation s'accélère. Les projections démographiques sont plus qu'inquiétantes. Il suffit de lire là-dessus Jacques Houle, on peut lire Frédéric Lacroix, et ainsi de suite. Donc, on voit la situation qui se dessine. Et là, il y a quelques enjeux linguistiques qui se présentent. Le renforcement de la loi 101, on nous annonce que c'est pour demain, mais c'est demain, puis toujours demain, puis toujours demain, puis on sent que la loi 101 qui va arriver risque d'être assez faible. Et là, l'objet Dawson est d'une importance capitale. Parce que Dawson, c'était quoi? C'était finalement, ça devient le plus gros cégep au Québec. Donc, le plus gros cégep au Québec est un cégep anglais, premièrement. Deuxièmement, c'est vu comme le cégep d'excellence, l'institution de référence. C'est-à-dire, c'est donc une forme de préjugé presque colonial, comme quoi, si on veut vraiment atteindre l'excellence au Québec, c'est McGill ou Dawson, sinon on peut se rabattre sur la langue française. Et surtout, c'est un cégep qui a abusé de ses droits et privilèges pour s'étendre sans cesse. Et là, aujourd'hui, donc, il y a la question du financement de Dawson, l'agrandissement de Dawson. L'argument qui est utilisé, c'est oui, mais on manque de place pour nos étudiants. Oui, mais la réponse à ça, c'est que si vous manquez de place, c'est parce que vous avez excédé vos droits de recevoir des étudiants depuis des années, et là, vous voulez vous étendre pour transformer en droit vos privilèges des derniers temps. La CAQ aurait pu décider de ne pas financer l'agrandissement de Dawson. Ça n'aurait pas été une grande victoire nationale, ça aurait été simplement une défaite de moins. Et là, on sent que la pression de la machine, la pression idéologique, l'héritage du régime libéral là-dessus font que la CAQ a décidé de laisser faire. La CAQ décide finalement de participer au financement de l'anglicisation de Montréal, parce que, on peut pas croire qu'elle est d'accord avec ça. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'elle décide finalement de se rendre plutôt complice du régime d'avant. Elle accepte de laisser faire, en sachant que la conséquence de tout cela, c'est que les institutions publiques à Montréal vont contribuer à l'anglicisation. Et pendant ce temps-là, il y a une élite qui traditionnellement aurait défendu le français, qui là disent non, le combat est autre. Il faut combattre la langue française elle-même, parce qu'elle est trop patriarcale. Et là, maintenant, c'est le combat du français inclusif. Oui, en fait, là, c'est le rapport trouble au français. C'est-à-dire le français qui était, jusqu'à tout récemment, on croyait, en Amérique, que c'était une langue fragilisée, que c'était la trace de la diversité culturelle, que le français, c'était la langue minoritaire par excellence en Amérique. Eh bien non, c'est désormais considéré comme une langue coloniale, illégitime à quelque sorte. Donc, il faut, quand on parle du Québec comme la majorité blanche francophone dominante au Québec, on vit quand même dans cet univers paranoïaque-là, où les Québécois francophones deviennent un groupe dominant en Amérique du Nord. Il fallait quand même le faire. Et là, il y a aussi, dans l'université, une partie de nos élites dites progressistes qui considèrent que l'objet désormais, c'est la décolonisation de la langue française. Comment? En la délivrant de son emprise patriarcale. Donc là, c'est tout le combat pour le français dit inclusif, qui est un français hachuré, massacré, illisible. C'est un français qu'on cherche véritablement à transfigurer idéologiquement. C'est un français orwellien, orwellisé. C'est un français devenu une novlangue diversitaire avec non seulement des il, des elle, mais des yel, des seuleux, des mots qu'on invente pour parler le non-genré ou le post-genré. Donc, alors que la question linguistique qui devrait nous hanter, nous habiter, c'est la disparition progressive du fait français au Québec et la capitulation de nos élites qui pensent toujours qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller vers l'anglais, toujours plus d'anglais. Comme si finalement les Québécois étaient prisonniers de leur langue et l'anglais leur permettrait d'embrasser l'universalité nord-américaine. Au même moment, une partie de nos élites sont dans la névrose diversitaire et veulent déconstruire la langue française comme si c'était un carcan dont on devait se délivrer. Dans les deux cas, c'est comme si on voulait se délivrer de soi-même. Mais c'est ça la logique progressiste, c'est de t'extirper, de t'amener vers l'avenir, c'est-à-dire extirper la langue de son histoire, de son passé, extirper
l'être humain de son carcan biologique. C'est de faire comme si il y avait plus de passé, il y avait plus de racines, on peut faire ce qu'on veut avec n'importe quoi. Ben, c'est la logique de la désincarnation, hein. C'est-à-dire, il faut en arriver, c'est cette idée que les identités qui seraient les nôtres seraient toujours des identités carcans, des identités assignées, des identités dont on devrait se délivrer. Pour là, c'est ce qu'on pourrait appeler la crise métaphysique de l'Occident contemporain, pardonne la formule, mais c'est cette idée que désormais, l'homme incarné est un homme emprisonné. Et ce qu'il doit faire, c'est se délivrer progressivement de ses identités. Donc, de son identité nationale, son identité culturelle, son identité linguistique, son identité sexuelle, pour revenir, c'est presque religieux, c'est pour ça que je parle d'une gauche religieuse, à une forme d'humanité indéterminée, une humanité avant le masculin et le féminin, avant la division du monde entre nations, peuples et cultures, une humanité avant la division du monde entre civilisations, c'est retourner à la fluidité originelle. C'est pas pour on va nous parler toujours de la fluidité identitaire, la fluidité des identités de genre. Il faut trouver cette identité avant son institutionnalisation. Et là, c'est notre système téléphonique qui a complètement décroché, qui s'est totalement désincarné. Malheureusement, il est pas fluide. Notre système téléphonique aujourd'hui, il est pas fluide. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On va continuer cette conversation-là demain. Merci, bonne journée. Les beaux 4 heures de la Fondation Martin Matt sont de retour. Et cette année, Cube Radio t'invite à faire tes beaux 4 heures à ta façon. Que tu sois en ski, en raquette, en patin, en 3 skis, en équipe ou avec toi-même, tant que tu bouges. Tu peux amasser un maximum de dons pour soutenir les victimes d'un traumatisme crânien. Si c'est pas d'adon, ça, tu bouges et t'amasses des dons, les deux en même temps. Fait que pendant le mois de février, sois solidaire, bouge donc. Un forfait duo mobilité et Internet de Vidéotron. Plein de choses, là. Dites oui à l'Internet ultra puissant et illimité d'Elix. Ah, OK. Et tombez en amour avec un forfait mobile tout inclus, comprenant 100 gigs supplémentaires par année pour dépasser. Ça me parle de plus en plus. Et ce charmant duo est le vôtre à partir de 95 $ par mois. Vous m'aviez déjà avec les 100 gigs. Laissez-vous charmer par un forfait mobile tout inclus, en plus de l'Internet Elix illimité à partir de 95 $ par mois. Frais d'équipement su, des conditions s'appliquent. Tout ce que tu veux. Vidéotron. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, un hôpital en Angleterre demande à ses employés de ne plus utiliser l'expression lait maternel, mais lait humain. On est rendu là. Oui, on est rendu là. On avait abordé un peu la question hier et il vaut la peine d'y revenir. C'est-à-dire, il y a une espèce de, appelons ça une tentative aujourd'hui de désincarnation ou d'effacement des sexes au nom de l'ouverture à, ce qu'on dit les personnes trans. Moi, personne n'a de souci à ce qu'on tende la main aux personnes trans ou aux personnes qui se sentent étrangères à leur identité sexuelle. Il n'y a pas de souci avec ça, ça va de soi. Mais est-ce qu'on doit, au nom de cela, en faire la nouvelle norme et abolir ce qu'on appelait, depuis la nuit des temps, le masculin et le féminin? Est-ce qu'on doit désincarner les corps? Est-ce qu'on doit effacer cette idée que le lait est maternel? Est-ce que l'idée même de mère doit être proscrite? On sait que dans certains formulaires administratifs aujourd'hui, on veut bannir la figure de la mère pour remplacer ça par parent 1, parent 2. On sait qu'aujourd'hui, dans certaines classes, dire le mot femme peut être vu comme une offense queerphobe et transphobe. Mais aller jusqu'à bannir la figure de la mère, le lait maternel, est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer à travers tout cela non seulement une humanité désincarnée, mais une humanité aseptisée, une humanité qui devient une espèce de flou, comme disons, c'est le modèle de la fluidité identitaire insaisissable, qui ne devrait jamais se fixer en quelque identité que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas à travers ça, derrière une prétention à l'ouverture, une forme d'effacement des repères les plus fondamentaux de la condition humaine? C'est complètement fou. George Orwell parlait là, du sens, du bon sens commun, en fait le gros bon sens de monsieur et madame tout le monde, en disant finalement ils ont les pieds sur terre beaucoup plus que l'élite qui est complètement déconnectée. C'est pas faire de l'anti-intellectualisme primaire et facile, mais il disait ça. Effectivement, là, les gens là qui travaillent, là, qui essaient de ramasser de l'argent pour envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles, qui sont pas toujours le nez dans les livres et tout ça, ils écoutent ça, là, c'est ce genre ils voient ce genre de manifestation-là, puis ils disent, mais c'est complètement fou. Ça peut rien avoir avec la réalité.
Ouais, là, on est justement au cœur du problème, je crois. Orwell disait effectivement qu'il y a la défense commune. Oui, c'est ça. Un très beau concept chez lui qui est d'une importance capitale. Je pense que si on fait une histoire du 20e siècle, il faut quand même la faire globalement, depuis le début du 20e siècle, on pourrait remonter même avant, mais l'histoire du 20e siècle, les intellectuels, la classe intellectuelle, moi je verse pas dans l'anti-intellectualisme, la rumeur veut que ce soit un peu mon univers et mon métier, la vie des idées, mais ce que je vois, c'est que la classe intellectuelle a été d'une lubie à l'autre, d'une passion à l'autre, ça a été le marxisme, c'était le foucaldisme, c'était ensuite les différentes versions de la déconstruction au même moment, et aujourd'hui, c'est toutes les lubies autour de la théorie du genre, le multiculturalisme, à tout craint, le racialisme. Et le fait est que l'université, aujourd'hui, est un lieu qui produit une espèce de monde alternatif. Et il veut nous obliger à croire aux lubies qui en sortent. Il y a quand même quelque chose d'assez bizarre aujourd'hui à ce qu'on voit partout, dans les médias, on voit des gens qui sont à la recherche des fausses nouvelles, hein, des fact-checkers, comme on dit. Mais eux qui regardaient Trump, les disaient, Trump, il est toujours dans les mensonges. Mais est-ce que la première entreprise de fact-checking consisterait à rappeler des vérités élémentaires de la biologie, qu'un homme n'est pas une femme, qu'une femme a des menstruations, qu'un homme n'en a pas, qu'une mère, un homme ne peut pas être mère, une femme ne peut pas être père, puis c'est pas grave. Puis ensuite, il y a des situations marginales, il y a des situations autres auxquelles on peut s'ouvrir, mais il y a quand même des repères anthropologiques de base. Or, l'abolition de la biologie, apparemment, ce n'est pas dans notre monde qui parle sans erreur de science, l'abolition de la biologie, apparemment, ça, c'est pas grave. L'abolition des référents fondamentaux, le masculin et le féminin, c'est pas grave. C'est pas pour rien que moi, je reviens sans cesse avec la formule d'Orwell. On vit dans un monde qui veut nous forcer à dire que 2 + 2 = 5. On vit dans un monde qui veut nous forcer à dire que l'homme et la femme sont interchangeables et n'existent pas et ne sont que des constructions sociales artificielles et qu'il faudrait retrouver le fluide originel des identités. Un instant, parler de lait humain, dire que l'espèce d'étrange formule qui revient que père et mère, ce sont des catégories artificielles, eh ben non, je suis désolé, on ne peut pas basculer vers ça sans basculer dans un monde irréel. Si c'était des universitaires qui manipulaient des concepts à l'université, comme certains chercheurs manipulent des virus, par exemple, pour la recherche, pas de problème. Reste que le problème, c'est que le virus qu'ils manipulent est sorti de l'université et cause des dommages dans la vraie vie, c'est ça, là. Il s'est déconfiné, mais t'as absolument raison. C'est-à-dire, on est devant des idées bizarres, ce que j'appelle des virus idéologiques, qui sont sortis de l'université. Mais le fait est, cela dit, qu'il y a quand même quelque chose de grave. Est-ce que dans l'université, en tant que telle, qui devrait être le lieu où il y a un minimum de respect de la vérité à ce qu'on en dit, du savoir, eh bien, qu'on institutionnalise comme une forme de vérité alternative et même de sur-vérité, de vérité révélée, de vérité supérieure, l'idée qu'il n'y a pas que les sexes n'existent pas, c'est quand même une idée un peu étrange. Et moi, je reviens à je crois que c'est Paul Hazard, j'espère ne pas me tromper, qui avait écrit un livre sur la crise de la conscience européenne, qui évoquait un tournant de la conscience européenne il y a quelques siècles. Et on peut dire, je crois aujourd'hui, puis ça je le soutiens, qu'il y a une crise métaphysique de l'Occident. C'est-à-dire, on ne sait plus ce que l'on tient pour réel. Le débat en société ne porte plus sur qu'est-ce qu'on doit faire, mais qu'est-ce qui est réel. Et il y a une forme de révélation, que j'appelle la révélation diversitaire, qui vient nous dire que l'ensemble des identités qui étaient établies, qui étaient consacrées, sont en fait fausses, qu'il faut les déconstruire, retrouver la fluidité identitaire originelle, la fluidité des appartenances, avant l'homme et la femme, avant les nations, avant les peuples, avant les religions, avant les cultures. Et il faut tout déconstruire pour que renaisse l'humanité délivrée du fardeau de l'Occident. Eh ben, ça, c'est une forme, à mon avis, c'est une mutation religieuse dans l'histoire récente et qui mérite d'être nommée comme telle, et nous ne devrions pas être obligés de croire à cette religion nouvelle. Et Mathieu, Michel Foucault disait, les personnes folles sont saines d'esprit et les gens sains d'esprit sont fous. Les gens dans les prisons sont intègres, les gens à l'extérieur des prisons sont malhonnêtes et pourris. Donc lui, c'était le culte de la marginalité. Il disait, il faut rejoindre la marge.
L'héritage de Foucault, dans la sociologie, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'inversion du rapport normatif. Et Foucault, mais tous ses descendants vont nous dire que finalement, la norme institutionnelle est génératrice d'aliénation et la vérité, la libération se trouve dans les marges. Alors, il se peut que ce soit vrai sur certaines questions, mais en faire un principe de méthode, un principe épistémologique, un principe politique, ça me semble quelque peu audacieux. Mais c'est toute une époque, quand c'était Ronald Laing qui à l'époque écrivait sur l'antipsychiatrie, c'est Derrida qui est dans la déconstruction, c'est les Foucaldiens, les descendants de Foucault, qui pensent la société toujours à partir d'une marge sacralisée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on va nous dire, le point d'aboutissement de ça, c'est qu'on ne peut jamais remettre en question la parole du minoritaire autoproclamé parce qu'il aurait une vérité d'expérience supérieure à toute forme d'enquête intellectuelle, conceptuelle. C'est quand on nous dit, qui êtes-vous pour parler de racisme systémique si vous le subissez pas? Ben, premièrement, ça implique qu'on reconnaisse le caractère absolument évident de cette théorie, ce qui va pas de soi. Et ensuite, c'est une théorie qui nous dit qu'il y a une forme de vérité supérieure dans la position de ce qu'ils appellent le subordonné. Et c'est tout un système mental dans lequel on est prisonnier. C'est tout un univers mental. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, une tâche d'hygiène intellectuelle fondamentale, c'est redonner leur sens aux mots. C'est ne pas participer à cette entreprise de déréalisation du monde qui, en fait, relève de la fake news, de la désinformation, de la construction d'un réel alternatif, mais puisqu'il n'est pas trumpien, mais progressiste, eh bien, celui-là nous inquiète. Mais tu dis qu'il faut pas y participer. Écoute, les grands organismes, nos grandes institutions, ils participent. Mais la chronique de Sophie Durocher aujourd'hui, le programme de rééducation des employés de Radio-Canada, donc ils doivent, et c'est obligatoire, ils doivent suivre un atelier de rééducation. Bon, c'est ça, où on leur dit, bon, on va leur présenter c'est quoi les micro-agressions, c'est quoi le privilège blanc, etc. Mais c'est à Radio-Canada. Oui, mais je suis absolument d'accord. Et c'est pour ça que là-dessus, il faut cesser de croire, comme le font trop souvent les bons bourgeois qui se moquent de ça. Oh là là, ce sont des idées étranges des campus américains. Non. Ce sont les idées normales des départements de ressources humaines aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, le réactionnaire, le fou, l'idéologue d'extrême droite, c'est celui qui considère qu'un homme n'est pas une femme, hein. Et puis, le normal, la figure autorisée de la légitimité, c'est celui qui affirme qu'hommes et femmes sont de pure construction artificielle. Il y a une inversion du rapport au réel qui s'est joué à travers ça. C'est quand même quelque peu étrange. Et ces idées-là aujourd'hui, mais parce qu'il y a quelque chose, faut pas se tromper, parce que dans tout ce programme idéologique-là, il y a quelque chose qui est en contradiction avec le réel. Que peut faire le régime devant cela? Il ne peut que se radicaliser. Il doit pousser toujours plus loin ses thèses. Il doit multiplier les ateliers de formation. L'atelier dont parlait Sophie, j'en avais été informé aussi, je suis ces dossiers-là avec quelque intérêt. Je regarde ça. Faut toujours des ateliers de réinformation. À la rigueur, on réussira peut-être pas à convaincre les gens, mais ce qu'on va parvenir à faire, c'est qu'on va réussir à les inhiber. Ils vont savoir que s'ils contredisent le discours officiel, ils en paieront le prix, ils iront contre l'éthique de l'entreprise, on pourra les larguer, les bannir, les ostraciser, les condamner, les exclure, et tout ça au nom de la tolérance et de l'ouverture et de l'empathie. Cela va de soi. C'est fou, c'est extrêmement inquiétant. J'espère qu'un jour on va se réveiller et on va dire tout ça n'était qu'un mauvais rêve, qu'une mauvaise passe. On était, je sais pas, on était subjugués, hypnotisés par des idées de fous et on a retrouvé la raison. J'espère. Ben, je l'espère ardemment, je l'espère de toi un jour, hein, sachant que toutes les civilisations finissent par périr, même la nôtre dans sa folie périra. Ce que je ne souhaite pas néanmoins, parce que à l'échelle de l'histoire, elle a quand même quelques vertus, mais ce que je crois, cela dit, c'est qu'on est en ce moment dans un fantasme idéologique. Et quelque chose dans tout cela est tellement déconnecté du réel que ça finira d'une manière ou de l'autre, de belle ou de moins belle manière, par se fissurer, par se décomposer. Il n'en demeure pas moins pour les contemporains que nous sommes, être témoins de cette époque rendu folle. Il y a un très beau livre de Jean-François Bronstein, La philosophie devenue folle. Un livre magnifique qu'il faut lire vraiment. J'avais reçu Bronstein à mon émission. Je crois qu'on a l'impression aujourd'hui d'être dans un monde en fait qui est idéologique, suridéologique, un monde qui est coupé du réel. Retrouver le réel aujourd'hui est un acte révolutionnaire. Ben écoute, je rappelle d'ailleurs justement pendant que tu en parles, ton balado Les idées mènent le monde, vous devez absolument écouter ça. Si vous n'avez pas le temps de lire justement les essais dont parle souvent Mathieu, ben il interviewe les auteurs de ces essais-là qui vous exposent leur thèse et c'est autant de sonnettes d'alarme qu'on tire pour nous ramener à la raison. Bon week-end, Mathieu Bock-Côté. Merci. Au grand plaisir à lundi. Bye bye. Quoi de plus séduisant qu'un forfait duo mobilité et Internet de Vidéotron? Plein de choses, là. Dites oui à l'Internet ultra puissant et illimité d'Elix. Ah, OK. Et tombez en amour avec un forfait mobile tout inclus, comprenant 100 gigs supplémentaires par année pour dépasser. Ça me parle de plus en plus. Et ce charmant duo est le vôtre à partir de 95 $ par mois. Vous m'aviez déjà avec les 100 gigs. Laissez-vous charmer par un forfait mobile tout inclus, en plus de l'Internet Elix illimité à partir de 95 $ par mois. Frais d'équipement su, des conditions s'appliquent. Tout ce que tu veux. Vidéotron.